On commence à peine cette vidéo d'essai d'Alpine A390 et je pense que je peux déjà imaginer, allez, 80% de vos commentaires sur YouTube. Vous allez dire que cette voiture est indigne du blason Alpine et je ne peux pas complètement vous donner tort. C'est vrai, cette voiture, elle est surélevée, elle est 100% électrique, elle repose sur une plateforme de Renault Scénic, elle dispose de 4 roues motrices, c'est une première dans l'histoire d'Alpine, et puis surtout, elle pèse plus de 2 tonnes 100, mais je vous propose un truc, venez, on se détend, on juge cette voiture comme n'importe quelle autre. On lui pardonne même ces petits détails agaçants à la fabuleuse A110, comme ce petit insert là sur le montant C, comme cette chute de pavillon qui rappelle la forme de celui de l'A110, ou comme ce petit easter egg là à la base du pare-brise qui représente la berlinette d'époque, qui ne fait que remuer le couteau dans la plaie, mais allez, on souffle et on y va. Alors je ne vais pas vous redétailler tout le design de l'A390, c'est un exercice qu'avait réalisé mon voisin de bureau Vincent Foultier. Il vous avait aussi parlé des places arrière qui n'étaient pas les plus généreuses du segment, il vous avait parlé du coffre qui était lui un petit peu plus généreux. En revanche, pour vous aider à situer la voiture, je peux vous rappeler ses dimensions. La voiture s'étend sur 4,62 m de long. C'est en fait la longueur d'un Toyota RAV4 qu'on voit partout dans la rue. En revanche, le toit est posé 16 cm plus bas. C'est pour ça qu'Alpine ne considère pas cette voiture comme un SUV, mais comme un sport fastback. Un sport fastback. Et oui, mais on respire, on se détend. Ça ne va pas vous détendre, mais je vous dirais qu'Alpine considère aussi cette voiture comme une A110 à 5 places, rien de moins. Donc, tout en continuant à bien respirer, on va en prendre le volant pour aller vérifier tout ça. C'est parti. On essaye aujourd'hui l'A390 GT de 400 chevaux. Il existe aussi une version GTS de 470 chevaux, mais une fois n'est pas coutume, les premiers essais se font avec la version de base. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, avec 400 chevaux et 661 Nm de couple, on profite déjà de performances assez intéressantes. Le 0 à 100 est annoncé en moins de 5 secondes. Le 1000 m départ arrêté, qui parlera plus aux boomers, est lui annoncé en 24,1 secondes. En revanche, on n'a pas vraiment l'effet catapulte qu'on peut ressentir dans certaines électriques comme une Tesla Model Y Performance par exemple. On a une puissance qui arrive assez progressivement. Alpine préfère générer des sensations avec son bruit artificiel, le fameux Alpine Drive Sound, comme sur l'Alpine A290. Alors on a 2 niveaux de sonorité, une un petit peu plus rauque, une un petit peu plus discrète. Pour chacune de ces sonorités, on a ensuite 2 niveaux de volume différents en fonction des goûts de chacun. Et puis bien sûr, cette sonorité artificielle est totalement désactivable pour ceux qui ne seraient pas fans de ce genre de système. Pour en revenir aux performances, cette puissance qui arrive progressivement, c'est pas du tout un défaut. Moi, personnellement, je suis pas fan des électriques qui vous retournent l'estomac à l'accélération. C'est parfois à la limite du supportable pour le corps humain. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis, on a une puissance déjà largement suffisante pour dépasser, pour s'insérer sur voie rapide en toute sécurité. Alors justement, pour doubler, on peut utiliser cette petite touche Overtake au volant. Alors, je rappelle, comme sur la 290, que cette touche n'apporte pas de puissance supplémentaire. Ça convoque simplement 100% de la cavalerie. Alors, je dois être un petit peu boomer, mais je vois toujours pas bien l'intérêt de cette fonction. Je préfère toujours accélérer avec le pied qu'avec le pouce. Puisqu'on est sur les commandes au volant, je vais aussi vous parler de cette petite molette qui est elle aussi présente sur l'A290. Elle commande les niveaux de régénération à la décélération. On a 4 niveaux qui vont du mode totalement roue libre à une décélération assez franche quand on lève le pied de l'accélérateur. Et puis on a un 5e niveau qui est un nouveau mode One Pedal qui permet de ne plus du tout toucher à la pédale de frein pour arrêter l'auto en ville. En parlant du freinage, on va évoquer le feeling à la pédale. Vous savez, sur les voitures électriques, on a parfois des petites transitions étranges entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique via les disques et plaquettes.
Là, c'est plutôt bien géré, hein. On n'a pas de variation de consistance comme sur les hybrides Renault par exemple. En revanche, ça dépend un petit peu du niveau de régénération qu'on a sélectionné. Comme sur les hybrides Renault, là justement, on a en fait une pédale de frein dont la position varie en fonction du niveau sélectionné. Ce qui veut dire que quand on est sur les niveaux de régénération les plus élevés, on a moins de courses à la pédale de frein, ça devient un petit peu moins facile à doser. On arrive sur une portion un petit peu plus sinueuse, on va pouvoir vérifier cette fameuse légèreté perçue dont Alpine nous parle avec cette voiture. Alors déjà, sans attaquer, on a effectivement une sensation de légèreté grâce à une direction très directe qui rend l'auto très agile malgré l'absence de roue arrière directrice. Et puis cette sensation de légèreté, on la garde quand on hausse le rythme. Pourquoi ? Parce que le train avant est vraiment très efficace, le train arrière suit parfaitement, on peut même jouer un petit peu avec les transferts de masse pour faire dériver l'arrière, ça peut rappeler effectivement l'Alpine A110 dans son comportement. Par contre à la réaccélération, ça devient très différent. Pourquoi ? C'est grâce à la fameuse botte secrète de l'Alpine A390 qui n'a pas un ni même deux moteurs, elle en a trois, un devant et deux derrière. Chaque moteur arrière en fait anime une roue, ça permet de moduler le couple en fonction des besoins et des modes de conduite. Dans les faits, ça donne une auto qui n'est jamais attirée vers l'extérieur du virage, même si on appuie fort sur l'accélérateur en sortie, ça reste sur des rails. Alors par contre, on a trouvé des réactions un petit peu différentes de celles qu'on avait vues lors des premiers essais du prototype sur les pistes d'essai Michelin qui étaient humides. Sur le mouillé, on avait de vraies différences entre les modes de conduite. L'auto était neutre en mode normal. Elle restait neutre en mode sport, on avait simplement l'ESP qui agissait un petit peu plus tard. Par contre, en mode track, là, on avait vraiment une auto qui pouvait générer du survirage à l'accélération. Là, sur le sec, c'est plus du tout le cas. On n'a pas d'effet propulsion comme ce qu'on peut avoir par exemple sur une Hyundai Ioniq 5N. Alors, c'est une volonté d'Alpine pour en avoir discuté avec les ingénieurs. Ils voulaient garder quelque chose de très naturel. Après, ça dépendra des préférences. Peut-être que ça aurait mérité d'avoir un mode drift, voilà, là pour le coup qui était assumé, d'avoir quelque chose d'un peu plus artificiel, du coup un peu plus joueur à l'accélération. Ça aurait permis à peut-être des personnes un peu moins expérimentées au volant de quand même goûter au plaisir de la glisse sans forcément arriver très vite dans des virages en mettant la voiture sur les freins. En tout cas, c'est le choix qu'a fait Alpine. Je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Pour résumer, on a donc une auto très efficace, en tout cas c'est le cas avec cette monte pneumatique. On a ici les roues de 21 pouces qui sont chaussées en Michelin Pilot Sport 4S. C'est normalement la monte de série sur la version GTS, la version la plus puissante. Elle est en option là sur cette version GT qui de série reçoit des Michelin Pilot Sport EV en 20 pouces qui sont moins adhérents mais plus efficients, comme on le verra tout à l'heure en abordant le chapitre autonomie. On a vu comment la 390 se comportait à la limite, mais ce qu'on demande aussi d'une berline familiale, c'est un petit peu de confort. Et sur ce point, la 390 ne déçoit pas. Les inégalités sont plutôt bien absorbées, et ce malgré l'absence de suspension pilotée. On a simplement ici des butées hydrauliques qui évitent de prendre des coups de raquette en fin de course. On a quand même un petit peu de mouvement sur les bosses, la voiture tangue un petit peu. Alors ça rappelle la philosophie de la 110, ça pourra gêner certains. Personnellement, je trouve que ça permet de bien sentir la voiture, je trouve que c'est pas un défaut. Et puis après, ça permet de conserver quand même du confort même à basse vitesse. L'autre point positif provient de l'insonorisation. On a une bonne maîtrise des bruits d'air, c'est pas toujours le cas dans le groupe Renault. On a un petit peu plus de remontée de bruit de roulement. D'après les ingénieurs, ce serait moins le cas avec la monte de 20 pouces qui corrige aussi un autre défaut. Il concerne la direction que je trouve précise mais un petit peu légère, même en mode sport qui affermit l'assistance. Au quotidien, on apprécie aussi l'ergonomie de l'habitacle. Ça, c'est grâce aux emprunts aux cousines de chez Renault. On récupère exactement les écrans d'un Scénic, d'un Austral, d'un Rafale. On a simplement une présentation un petit peu différente des compteurs. On a aussi la fameuse application Alpine Telemetrics
qui renseigne sur tout un tas d'informations, hein, des répartitions de puissance, la consommation en détail, les différentes températures, voilà, des informations plus ou moins intéressantes. Et puis derrière, on récupère toute l'interface Google, c'est rapide, c'est intuitif. On récupère aussi la navigation Google Maps avec le fameux planificateur de trajet intégré. Et puis on profite aussi des touches restées physiques, hein, pour commander la climatisation, pour chanter les fameuses alertes à la conduite si agaçantes à chaque démarrage. Certains peuvent critiquer, hein, ces emprunts Eurodo. Moi je trouve ça plutôt bien puisque le système est bien fait, donc ce serait dommage de ne pas le reprendre. Et puis on a quand même pas mal de choses spécifiques, hein, dans l'habitacle, à commencer par le volant qui est identique à celui de la 290, comme cette commande de boîte, plutôt ce sélecteur de marche qui est emprunté lui à la 110. Et puis au niveau finition, on a des revêtements aussi réservés aux Alpines, on a du cuir, de l'Alcantara sur les contreportes et sur la console centrale qui est d'ailleurs assez fournie en rangement, même si celui du dessous n'est pas très accessible, mais ça ne dépaysera pas les propriétaires d'A110. Puis on a aussi des sièges spécifiques qui sont confortables, qui maintiennent bien, sachant que là on n'a pas l'option siège Sabel qui sont de série sur la version GTS et qui sont tout aussi accueillants. Bref, on se sent bien à bord de cette A390, ça donne envie de voyager, mais on est en voiture électrique, donc bien sûr la question qui vient tout de suite c'est combien de temps je vais pouvoir rouler avant de devoir m'arrêter. Si les deux versions d'A390 embarquent la même capacité de batterie, on a une assez nette différence d'autonomie entre les deux. Notre version GT est annoncée à 557 km en cycle mixte WLTP. Ça chute à 503 km en version GTS. Alors c'est pas que ces moteurs consomment beaucoup plus. La différence vient de la monte pneumatique, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En 21 pouces, on a des pneus plus énergivores qu'en 20 pouces. Là, sur notre version d'essai, on avait l'option 21 pouces. On était effectivement assez éloigné des valeurs de consommation annoncées. Alors, même si c'est pas représentatif, parce qu'aujourd'hui, on a dû faire des allers-retours pour les vidéos, on a une conduite assez sportive en montagne, on a frisé les 30 kWh au 100, ça ferait qu'à peine 300 km d'autonomie avec une seule charge. On passera bien sûr la voiture sur notre parcours test pour voiture électrique pour vous donner des valeurs plus fiables. En revanche, on a pu vérifier le temps de recharge sur borne rapide puisqu'on avait vidé assez la batterie. On a fait une charge de 15 à 80% en 29 minutes. C'est exactement le temps qu'Alpine annonce. Donc c'est bien, mais on est quand même loin des 19 minutes qu'avait mis un Audi Q6 qui lui profite d'une architecture en 800 volts. Ça devrait être un petit peu mieux sur la version GTS parce que malgré la capacité de batterie identique, mais les accumulateurs sont différents. Celui de la GT est certes empaqueté à Douai, mais à partir de cellules coréennes LG Chem. L'accumulateur de la GTS sortira de la fameuse Gigafactory de Dunkerque, Vercors, et pourra encaisser 190 kW au lieu de 150 kW maxi ici. Ça réduira le temps de charge à 25 minutes entre 15 et 80%. Cette usine Vercors de Dunkerque est encore en train de monter en cadence. C'est pour ça que la version GTS ne sera commandable que début 2026 et c'est pour ça qu'on essaye en premier cette version GT à cellule LG donc. Alors justement, combien elle coûte cette Alpine A390 ? En version GT, il faut compter 67 500 €. Il faudra compter 10 500 € de plus pour la version GTS. Alors, ça peut paraître cher. C'est vrai que cette Alpine, elle ne bat pas de record dans sa catégorie des électriques en termes d'autonomie, en termes de temps de charge par rapport aux concurrentes premium, mais c'est pas non plus le même tarif si on prend les prix d'un Audi Q6 ou les prix d'un Porsche Macan équivalent. Il faudra compter 20 000 € de plus. Il y a aussi un gros surcoût si on raisonne en termes de loyer. Là, sur cette version GT, on est à 946 € par mois selon une formule de LLD sur 3 ans et 30 000 km. Si vous voulez un Macan sur la même durée, il faudra compter 600 € de plus chaque mois. Alors c'est un surcoût qui est important pour un particulier, qui ne sera pas non plus négligeable pour une entreprise. Justement, en parlant d'entreprise, je pense que cette voiture, ce sera la voiture idéale pour le patron de PME. De toute façon, aujourd'hui, quand on veut se faire plaisir, avoir une voiture un petit peu puissante, vu la fiscalité française, on n'a pas d'autre choix que de prendre un modèle électrique. Et puis ce sera aussi la fierté de rouler en voiture Made in France. Je rappelle que la voiture est assemblée dans l'usine historique Alpine de Dieppe.
Les moteurs, eux, sont faits à Cléon. Les batteries sont assemblées en fonction de la version, soit à Douai, soit à Dunkerque. Et puis on a aussi des pneus Michelin, un système audio de Vialet. Bref, on a une vraie voiture made in France. Nous, notre fierté, ça aurait été de juger cette voiture sans a priori. Bon, c'est vrai qu'on jugeait la version GT qui n'est pas la plus radicale. On sera peut-être un petit peu plus exigeant avec la version GTS. On essaiera de l'emmener peut-être au Nürburgring, on ne sait pas. Donc restez branchés sur largus.fr parce qu'on a encore plein de choses à vous présenter sur cette Alpine. À bientôt, ciao.